Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle formation de l'espace programme de la France Insoumise. Aujourd'hui avec Emma, qui est ma co-animatrice pour l'équipe jeunesse de la France Insoumise, on va vous faire une formation sur la question de la jeunesse et plus précisément sur la question de la précarité des jeunes. Parce que, vous le savez toutes et tous, c'est un sujet particulièrement d'actualité, un sujet particulièrement important. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment à la lumière de la crise Covid. Et pourtant, ce n'est pas un sujet nouveau. Ce n'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, tout le monde semble s'émouvoir et découvrir la question. Pourtant, la question de la précarité des jeunes est une question qui est bien ancienne. Un simple petit exemple, c'était en 2019, le 8 novembre 2019, qu'à Lyon, un étudiant militant syndicaliste à Solidaire étudiant a tenté de s'immoler devant le Crous de Lyon. À cette époque-là, en novembre 2019, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de crise sanitaire, et pourtant, la précarité étudiante poussait déjà des étudiants au bord du suicide. S'en était suivi un mouvement social auquel Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a été évidemment resté muette, ce que le gouvernement avait évidemment ignoré, et pourtant, les syndicats, les organisations politiques et évidemment les jeunes insoumis étaient d'ores et déjà dans la rue avec déjà des revendications, déjà des propositions. Cette situation, rien n'a changé, tout n'a fait qu'empirer, puisque je le disais, si Anas a tenté de s'est immolé le 8 novembre 2019, pas plus tard que vendredi dernier, le 16 avril, un étudiant a de nouveau mis fin à ses jours à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, et ce n'est que la suite d'une longue série. Donc on va revenir un peu aujourd'hui à la fois sur quelle est la situation des jeunes en détresse sociale, en détresse psychologique, et quelles sont les propositions que la France Insoumise a formulées. Je laisse la parole à Emma qui va faire un premier tour d'horizon de la situation sociale des jeunes. Oui, parce qu'effectivement, tu l'as souligné, Aurélien, la situation sociale dramatique chez les jeunes, bien sûr, elle s'est empirée avec la crise du Covid, mais elle existait déjà depuis longtemps et ça fait très longtemps que les organisations de jeunesse, que les syndicats tirent la sonnette d'alarme sur le sujet. On estime aujourd'hui que c'est presque un jeune sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. Et 8 jeunes sur 10 ont dit avoir subi un préjudice important du fait de la crise. Donc on voit très bien que cette crise sanitaire va empirer ce chiffre d'un jeune sur 4 vivant sous le seuil de pauvreté. Durant cette crise, c'est un jeune sur 6 qui a dû arrêter ses études. Et on sait bien que sur cette question d'un jeune sur 6, il y a des raisons financières souvent et aussi de la détresse psychologique, mais de la détresse psychologique qui est souvent liée, on va le voir, à l'impossibilité de se soigner et à des conditions de vie trop compliquées à cause de la précarité. La jeunesse, elle n'est pas une, il y a diverses situations. Il ne faudrait pas se tromper en disant qu'il n'y a que des étudiants qui vivent dans des grandes villes, dans des villes universitaires. C'est une vision biaisée. Les situations, elles sont multiples et on va essayer d'exposer l'intégralité des problématiques qui peuvent exister. Donc, il y a d'abord effectivement la situation des étudiants. Et pour ceux qui sont étudiants et peuvent percevoir des aides, il faut savoir que celles-ci sont insuffisantes. La bourse la plus forte en France, elle est de 570 € par mois et elle est destinée aux familles gagnant moins de 7 540 € par an. Donc, c'est des familles qui, évidemment, ne peuvent pas du tout aider leurs enfants. C'est 570 € par mois, c'est tout ce qu'ils peuvent espérer avoir. Et évidemment, ce n'est pas suffisant pour vivre. Souvent, dans certaines villes, ce n'est même pas suffisant pour payer le loyer. On estime qu'un tiers des parents ne peuvent pas aider leurs enfants. Donc, il y a effectivement un tiers des étudiants qui se retrouvent sans support familial et tous ces étudiants ne touchent pas des bourses. Donc, il y a un vrai intérêt aujourd'hui à revaloriser le système de bourse qui est largement insuffisant. En dehors de ces étudiants qui, sur critères sociaux, peuvent parfois percevoir des bourses, il y a aussi de nombreux jeunes qui ne perçoivent rien. Il faut savoir qu'en France, le RSA n'est pas ouvert aux 18-25 ans actuellement. Donc, il y a de nombreux jeunes qui sont en recherche d'emploi et se retrouvent sans aucun revenu. Donc les situations, elles sont aussi disparates parce que il y a par exemple des loyers qui sont plus chers dans certaines villes. Faire ses études dans une petite ville avec des loyers accessibles ou dans une grande ville et encore pire à Paris, c'est pas du tout la même situation. Mais on choisit pas forcément le lieu de sa formation.
Et avec Parcoursup, il y a une nouvelle difficulté qui s'est ajoutée, c'est que les étudiants sont souvent envoyés n'importe où en France au mépris de leurs demandes, et on se retrouve avec des étudiants qui doivent traverser le pays pour pouvoir suivre leur formation et n'ont pas les moyens de payer un logement correct, ou alors quand ils ont les moyens de payer leur logement, n'ont pas les moyens de payer les transports entre le lieu où vit leur famille et le lieu où ils font leurs études, ce qui contribue bien sûr à la détresse psychologique, le fait de ne pas pouvoir être en contact avec ses proches, avec ses amis. Voilà. Il y a aussi la situation plutôt des petites villes, voire même de la ruralité, où là, la précarité, elle va être renforcée par le manque d'accès à des services publics, au transport, par exemple. Il y a de nombreux étudiants qui étudient ou essayent de trouver un emploi dans des lieux où il y a un vrai déficit en transport public. Et du coup, comment on fait quand on est jeune pour se rendre en cours ou pour chercher un emploi ou pour aller au travail quand il n'y a pas de transport public? Eh ben, il reste la solution d'avoir sa propre voiture, ce qui, en dehors du fait que ce n'est pas une solution écologique, pose un problème parce que ça demande de l'entretien et ça demande de l'argent pour passer le permis. Argent que la plupart des jeunes n'ont pas au moment de se lancer dans la vie. Et c'est ça qui aussi renforce la précarité de la jeunesse, c'est que c'est vraiment un moment où on se lance dans la vie, où on n'a pas d'argent de côté, parce qu'on n'a encore jamais travaillé, et donc du coup on n'a pas cette sécurité et on peut pas effectivement potentiellement compter sur cet argent qu'on aurait pu avoir de côté. Donc c'est une situation très particulière qui appelle des réponses que ne fournit pas actuellement le gouvernement. Donc maintenant, on va revenir sur un sujet particulier, un sujet important et central pour les étudiants, la question du logement. Après avoir fait ce focus sur le logement, Emma fera un focus plutôt sur la détresse psychologique et la santé psychologique des étudiants et des jeunes aujourd'hui. On abordera ensuite la question de l'emploi ou de l'entrée sur le marché du travail, et puis on décrira les solutions, les propositions que la France Insoumise et l'équipe jeunesse pour le programme proposent et apportent. Sur la question du coup du logement, c'est une question centrale. Emma l'a dit juste avant, la bourse maximale est de 570 €. Ça suffit pas toujours à payer le loyer, et pour cause, le loyer moyen en France, il est de 602 €. C'est-à-dire qu'un étudiant, en moyenne, dépense 602 € dans son loyer. Alors évidemment, c'est une moyenne et ce chiffre recouvre des réalités qui sont très différentes. Si je regarde bien, le loyer moyen est plutôt autour de 540 € lorsque l'on parle des villes hors Paris, sur l'ensemble de la France lorsqu'on accepte l'Île-de-France, et il est plutôt de 795 € en région parisienne, disons 800. Là encore, il y a des disparités parce que la région parisienne, entre la petite couronne ou la grande couronne et Paris intramuros, évidemment, il y a des différences de loyer énormes. Mais quelles que soient ces différences de loyer, ce sont des chiffres de 500 à 900 € qui restent très importants. Et on estime aujourd'hui que le loyer dans le budget d'un étudiant, c'est le premier poste de dépense. C'est-à-dire que la première préoccupation d'un étudiant, c'est de pouvoir se loger. Et bien souvent, une fois que le loyer est payé, il ne reste pas nécessairement de quoi manger, ou en tout cas, c'est souvent sur la nourriture que les étudiants rognent pour pouvoir payer leur loyer, ou évidemment avoir des loisirs. Emma y reviendra sans doute tout à l'heure quand on parlera aussi de l'aspect psychologique et de la détresse psychologique, mais l'accès aux loisirs, c'est aussi une condition du bien-être des jeunes. Donc le loyer, première source de dépenses dans les budgets, et pas simplement première, majoritaire à l'intérieur de ces budgets, puisque l'Observatoire de la vie étudiante estime à 57% la part des loyers dans les budgets des étudiants. Ça, c'est une chose, ça pèse lourd, ça coûte très cher, mais il faut voir ensuite de quel logement on parle. On parle de logements qui, pour une toute petite minorité finalement, peuvent être des logements Crous. Les CTU, elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, il y a 160 000 places dans les Crous, il y a 160 000 places de logements étudiants à proprement parler, alors qu'on a 2 700 000 étudiants. 160 000 pour 2 700 000, c'est même pas un ratio de x10, c'est quasiment multiplié par 20. C'est-à-dire qu'un étudiant sur 20, quasiment, peut avoir la chance d'avoir une CTU. Et encore, on parle de chance parce qu'il faut voir quel est l'état de ces cités universitaires. C'est bien souvent des chambres de 9 mètres carrés, très exiguës,
avec des sanitaires et des cuisines qui sont communes à l'ensemble d'un couloir, par exemple, c'est-à-dire à plusieurs dizaines d'étudiants. C'est des bâtiments qui sont complètement délabrés, qui sont, et il faut le dire, insalubres, qui sont très souvent en dehors des normes. Et là, je parle simplement des normes d'hygiène et des normes sanitaires, hein. On parle pas de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou des normes supplémentaires, parce que celles-là, il faut même pas y penser. Je veux dire, c'est vraiment, elles sont vraiment dans un état déplorable. Donc non seulement il y en a pas assez, mais en plus c'est dans un état déplorable. Ce qui explique aussi la situation et la détresse des étudiants, parce que depuis un an quasiment, plus d'un an que les étudiants sont confinés, parce que oui, même s'il y a eu des périodes de confinement, des périodes de déconfinement, depuis un an quasiment, pour plein de formations, l'ensemble des enseignements sont en distanciel. Beaucoup d'étudiants n'ont pas pu reprendre les cours en présentiel et quand ils peuvent les reprendre aujourd'hui, c'est parfois seulement une fois par semaine. Donc, ils sont restés enfermés pendant des mois et des mois dans des chambres de 9 mètres carrés, dans des chambres où il y a évidemment des moisissures, des cafards, des punaises de lit. Donc, dans des situations qui sont particulièrement compliquées, à la fois sur l'aspect psychologique et tout simplement sur l'aspect de santé et l'aspect sanitaire. Donc le logement étudiant, plutôt que d'être une aide aujourd'hui, est une difficulté et une mise en danger de ces étudiants. Ça, c'est pour le logement public, celui géré par les Crous. Le logement privé et pas en reste, au milieu des marchands de sommeil, des appartements qu'on sous-loue à des étudiants, parfois sans fenêtre, etc. Le paysage du logement étudiant est véritablement désastreux. On y reviendra tout à l'heure. Avec la France Insoumise, on apporte des solutions, à la fois en termes de construction de logements étudiants, à la fois en termes d'ouverture de logements sociaux aux étudiants pour faire tout simplement baisser le prix et avoir des logements de qualité. Oui, juste un petit chiffre pour donner un exemple d'à quel point il est compliqué de se loger. Et évidemment, c'est révélateur. Il s'agit de Paris. À Paris, il n'y a seulement 7750 places de logements étudiants, alors que rien que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compte 42 000 étudiants. Et c'est une université à Paris, là où il y en a au moins une dizaine. Donc, on se rend bien compte de la tension terrible que connaissent les étudiants sur cette question du logement. Et c'est une tension qui joue évidemment sur l'aspect psychologique sur lequel va revenir Eva. Oui, alors ce qu'a mis en avant cette crise sanitaire, et c'était un sujet dont on parlait peu jusqu'à présent, c'était la question de l'accès aux soins et de la santé psychologique chez les étudiants et chez les jeunes de manière générale. Faut savoir qu'un jeune sur 3 renonce à des soins. Donc déjà, on se retrouve avec un véritable problème de santé publique, avec des jeunes qui ne peuvent pas avoir accès à un suivi médical correct, parce que effectivement, pour avoir un suivi médical et un dépistage de potentielles maladies et une prise en charge, il faut pouvoir consulter un médecin de manière régulière, et c'est pas le cas pour aujourd'hui beaucoup trop de jeunes en France. Ça vient s'ajouter à la particularité de cette crise sanitaire qui isole les personnes et tout particulièrement les étudiants qui pour la plupart n'ont pas eu cours et se sont retrouvés effectivement dans une détresse psychologique pour des raisons qu'on a en partie exposées avant. Il y a eu une enquête qui est sortie qui estime que 23% des jeunes ont eu des pensées suicidaires pendant cette crise sanitaire. Donc c'est évidemment une situation très préoccupante sur laquelle il n'y a pas de réponse réelle qui a été apportée par le gouvernement. Il y a 2/3 des 18-25 ans qui estiment que la crise sanitaire, elle aura des conséquences négatives sur leur santé mentale. Et un jeune sur 3 qui déclare être personnellement concerné par au moins un des troubles de type dépression, anorexie, troubles obsessionnels compulsifs, phobie, troubles anxieux. Il y a vraiment une crise qui est en train de s'installer dans la jeunesse et dont on va voir probablement les conséquences pour encore des années parce que ce sont des problèmes de santé qui souvent s'installent sur la durée et s'installent d'autant plus sur la durée qu'actuellement il n'y a pas de solution pour la prise en charge de ces jeunes qui disent souffrir psychologiquement. Donc voilà, donc pendant cette crise, il y a 30% des jeunes qui ont consulté un psychologue. C'est 6 points de plus que le reste de la population. Donc ça montre bien qu'il y a une demande, mais il faut le relativiser, ce chiffre de 30%. C'est-à-dire que dans une situation où beaucoup de jeunes, pour des raisons budgétaires, ne peuvent pas consulter un psychologue, en réalité, les besoins sont probablement beaucoup plus élevés que ces 30% qui ont pu avoir accès à une consultation.
Et donc, on sait notamment que les demandes de consultation psychologique au sein de services ont connu une hausse allant de 56% à 83% suivant les régions. Le service d'aide Nightline qui a vu ses consultations augmenter de 40%. Et les hospitalisations des moins de 15 ans pour motifs psychiatriques qui ont explosé de 80%. Et en fait, cette détresse psychologique, même si elle a d'autres causes, elle est aussi liée aux inégalités sociales. Elle est de 28% chez les non-boursiers et 34% chez les boursiers. Donc on voit clairement que la question des revenus joue dans la question de la détresse psychologique des jeunes. Et effectivement, quand vous vous retrouvez dans un logement de 9 mètres carrés insalubre pour suivre vos cours, ça n'aide pas sur effectivement votre santé psychologique. Et quand vous savez pas également de quoi le lendemain sera fait, si vous savez pas si vous allez pouvoir vous nourrir correctement, si vous savez pas si vous allez pouvoir poursuivre vos études parce que vous êtes dans une situation où en fait vous n'avez plus d'argent et vous n'avez pas de perspective de retrouver un petit boulot par exemple, forcément ça influe sur la santé psychologique. Par ailleurs, cette inégalité, elle est sociale, elle est aussi genrée. Les femmes sont plus touchées puisque c'est 37% des femmes qui sont en détresse psychologique contre 22% des hommes. Ça se lie aussi à la question des addictions. 31% des jeunes disent que leur addiction a gagné du terrain depuis le début du confinement. Le tabac, c'est l'addiction qui a le plus avancé, mais il y a aussi 16% des jeunes qui ont augmenté leur consommation d'alcool. Donc, face à ça, il y a de nombreux étudiants qui se retrouvent contraints d'abandonner leurs études. Et on va probablement se retrouver avec vraiment des chiffres très importants à la sortie de la crise sanitaire de jeunes qui ne vont pas être diplômés, qui vont sortir du système universitaire sans diplôme, avec les conséquences que l'on sait derrière sur la recherche d'un emploi. Par exemple, on estime que un jeune sur 6 est en échec au cours de cette crise sanitaire. Et à Marseille, c'est 40% des étudiants qui ne sont pas allés aux examens en fin de semestre. Donc là, on voit clairement les conséquences de cette crise sur le décrochage scolaire. Et la réponse, elle n'a pas été à la hauteur parce qu'on a demandé des dispositifs pour accompagner ces étudiants, pour accompagner cette détresse psychologique, parce que aujourd'hui, les consultations psy, c'est pas accessible en fait quand on a des problèmes de revenus. La psychiatrie, c'est en partie prise en charge, mais pas intégralement prise en charge par la sécurité sociale. Et la psychologie, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, il pourrait y avoir la solution des psys dans les établissements universitaires, mais la réalité, c'est qu'il y a un psy pour 30 000 étudiants en France, alors que les recommandations seraient plutôt pour un psychologue pour 1500 étudiants. Donc, on est clairement largement en dessous du chiffre. Par ailleurs, cette situation, elle existe aussi dans les établissements scolaires. Il y a un vrai déficit de personnel de santé dans les collèges et lycées. Et quand il n'y a qu'une infirmière scolaire à mi-temps, on ne peut pas espérer potentiellement détecter les jeunes qui sont en situation de détresse psychologique. Parce qu'il y a vraiment cet enjeu, en fait, de détecter, de faire du dépistage. Et ça, c'est pas possible actuellement parce qu'il n'y a pas un personnel qui est suffisant. Mais face à cette crise sanitaire, il n'y a pas eu d'action mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisqu'ils se sont vantés d'avoir mis en place un chèque psy depuis le 1er février. Donc, ce chèque psy peut permettre d'aller consulter un psychologue et de suivre des soins, et 5000 étudiants en ont déjà bénéficié. Mais c'est pas suffisant parce que si ça va permettre de résoudre potentiellement une crise aiguë de détresse psychologique en permettant d'avoir rapidement une consultation, ça ne permet pas d'engager un suivi sur le long terme, puisque ce chèque psy permet d'avoir 3 consultations, et on sait très bien que sur des pathologies de type dépression, il y aurait besoin d'engager un suivi sur la longue durée pour permettre à ces jeunes d'espérer sortir et se faire soigner. Et c'est pas possible actuellement parce que ces 3 consultations, c'est tout ce qu'on a pu obtenir en termes d'accompagnement. Donc voilà, sur la question de la santé psychologique, des recrutements de psy, des aides et des écoutes possibles, et pas la poudre aux yeux du gouvernement.
Je vais maintenant passer à un autre point, à un autre aspect qui touche les jeunes directement pendant cette période du Covid et qui est aussi une vraie source d'angoisse. C'est la question de leur avenir professionnel et de leur intégration sur le marché du travail. Le fait simplement de pouvoir trouver un travail, soit à la sortie de ses études, soit à la sortie du lycée ou de n'importe quelle autre formation avant. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas une évidence. On le sait, au début de l'année, ce sont 700 000 jeunes qui sont rentrés sur le marché du travail et très peu ont réussi à trouver un emploi. Le chiffre du chômage chez les jeunes aujourd'hui, c'est 21,8%. 21,8% en hausse de 16% simplement en un an, c'est absolument considérable. C'est 600 000 jeunes, 619 000 jeunes qui aujourd'hui se retrouvent au chômage, qui n'ont pas de solution. Et comme Emma l'a très bien dit au début, la difficulté, c'est qu'un jeune qui se retrouve sans activité, qui ne peut pas trouver d'emploi, il n'a le droit à aucune aide. S'il n'est plus étudiant, il ne peut plus être boursier, s'il pouvait l'être avant. Et s'il n'a pas encore 25 ans, il ne peut pas toucher le RSA. S'il n'a jamais travaillé, il ne touche évidemment pas le chômage. Et du coup, il se retrouve absolument sans aucune aide. Et c'est pour ça que de plus en plus, cette crise sociale amène des jeunes à vivre à la rue, à se retrouver dehors sans rien ou à retourner chez leurs parents, mais qui n'ont pas forcément des conditions de vie et des revenus qui permettent de subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, on est dans une crise particulière. Et par ailleurs, lorsque les jeunes ou les étudiants réussissent à trouver un travail, c'est bien souvent du travail précaire. Le chiffre chez les 15-24 ans, c'est que 52% des jeunes qui travaillent en CDD. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent de toute façon pas se construire un avenir professionnel stable. Ce qui est important de dire aussi, c'est que si les jeunes n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail après leurs études ou lorsqu'ils veulent se construire un avenir professionnel, les jeunes ont eu beaucoup de difficultés, y compris pendant la crise du coronavirus, à avoir un travail lorsqu'ils sont étudiants. Parce que, comme on l'a montré juste avant, les étudiants sont en très grande difficulté, leurs parents ne peuvent pas toujours subvenir à leurs besoins, et donc l'une des solutions pour réussir à s'en sortir, pour réussir à payer le loyer, c'est de prendre un job étudiant, c'est de travailler pendant ses études. Alors évidemment, ça fait augmenter le taux d'échec et ça rend plus difficile la réussite des études, mais c'est pour beaucoup le seul moyen de réussir à subvenir à leurs besoins. Des étudiants salariés, on estime en fonction des années qu'il y en a entre 40 et 50%. C'est globalement un étudiant sur deux qui se salarie pour subvenir à ses besoins. Et parmi c'est un étudiant sur deux, il y en a 50% qui expliquent qu'ils ne pourraient pas faire autrement. C'est-à-dire que les revenus de leur travail salarié pendant leurs études est absolument indispensable à leur survie, que ça c'est pas simplement un complément de revenus pour essayer d'améliorer un peu le quotidien ou pour subvenir à leurs besoins à un moment où ce serait un peu plus difficile, pour prévoir un peu sur l'année prochaine en travaillant l'été par exemple. Non, il y a pour 50% des étudiants qui travaillent, c'est une source de revenus qui est absolument indispensable. Et cette source de revenus, elle a été en partie supprimée pendant cette crise du coronavirus. Les chiffres nous montrent encore, on donne beaucoup de chiffres, mais les chiffres sont très parlants. Les chiffres montrent que 6 étudiants sur 10 qui travaillaient, 6 sur 10 ont perdu leur emploi ou ont perdu leur source de revenus pendant la crise. Ça fait une perte moyenne pour tous ces étudiants-là, ça fait une perte moyenne de 274 € par mois. Quand on a cité quelques chiffres tout à l'heure sur ce que représente un logement, lorsque l'on sait ce que peut représenter un budget alimentation, 274 €, c'est simplement de quoi manger pendant un mois. C'est de quoi manger pendant un mois, ou c'est la moitié ou le tiers du loyer. Donc c'est absolument énorme. Donc on a des étudiants qui se retrouvent dans une détresse sociale, qui n'ont simplement pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc voilà pour la précarité étudiante liée au travail. Et je reviens sur ce que j'avais commencé à évoquer, sur l'entrée sur le marché du travail. Il y a un taux de chômage qui est très important et il y a tout simplement un manque d'emploi. Aujourd'hui en France, on connaît une véritable pénurie d'emploi. Et quand il y a une pénurie d'emploi pour l'ensemble de la population, évidemment cette pénurie d'emploi, elle est encore plus difficile pour les jeunes. Parce que les emplois sont occupés, qu'il n'y a pas de nouvelles créations d'emplois. Alors souvent, le gouvernement nous dit, mais si, regardez, il y a tant de dizaines de milliers ou de centaines de milliers d'emplois qui sont créés pendant l'année.
C'est vrai, mais quand on regarde les chiffres des embauches, par exemple en 2019, et c'est en 2019, c'est avant la crise du coronavirus, il y a 87% des embauches qui se font en contrat précaire, en intérim. Donc, les chiffres que l'on nous donne des embauches, c'est des chiffres qui sont complètement gonflés. En fait, ce sont des intérimaires ou des gens qui finissent leur CDD, qui en reprennent un derrière, mais il n'y a pas de nouveaux emplois. Il n'y a pas de nouveaux emplois qui sont créés. Donc, tous ces jeunes, ces 700 000 jeunes qui sont arrivés en septembre dernier, mais ce sera le cas aussi en septembre prochain sur le marché du travail, eux se retrouvent avec absolument rien. Et les entreprises l'assument même, puisqu'on a vu une statistique qui montrait que 70% des entreprises pensaient geler leur recrutement de jeunes, pensaient geler l'ouverture de nouveaux postes à destination de jeunes qu'il aurait fallu aussi former. Et ça a eu des conséquences directes, puisque les offres d'emploi pour les jeunes ont chuté, elles, de 65%. Donc, on est dans une situation où on est précaire pendant ses études et précaire pendant qu'on est travailleur, et où en plus on n'a pas la possibilité d'entrer sur le marché du travail. Donc nous, avec la France Insoumise, on propose des solutions simples. Il faut que l'État puisse être employeur en dernier ressort, et y compris, il faut qu'il puisse employer les jeunes lorsqu'ils en ont besoin, pour pouvoir les intégrer dans la société, parce qu'on le sait, le travail, c'est aussi un moyen d'intégration, et que si on veut lutter contre ce que disait Emma, c'est-à-dire la détresse psychologique, il faut pouvoir fournir une activité professionnelle aux jeunes dans laquelle ils vont pouvoir s'émanciper. Donc, on propose, nous, avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, de créer des emplois jeunes. Des emplois jeunes qui seraient rémunérés au SMIC, qu'on veut aussi augmenter et revaloriser, pour le porter jusqu'à 1 700 €, mais des emplois jeunes qui sont rémunérés au SMIC et qui dureraient 5 ans. Parce que c'est de la même manière, on ne peut pas s'intégrer, se former, s'émanciper avec un emploi qui dure 2 mois, 3 mois, en enchaînant les petits boulots à droite à gauche, jamais dans le même secteur d'activité, etc. C'est pas possible. Il y a besoin d'une stabilité. Et encore, là, je parle du travail, mais lorsque les jeunes veulent aussi pouvoir fonder une famille, peut-être un jour espérer acheter une maison ou un appartement, il faut pouvoir avoir une stabilité. Donc nous, on propose de garantir 5 ans d'emploi aux jeunes qui en ont besoin, rémunérés décemment. De la même manière, je ne ferai pas le détail, Emma y reviendra peut-être, je ne sais pas, mais sur la question du plan Un jeune, une solution, on sait que ce plan, il est en très grande partie fondé sur la création de services civiques. Mais les services civiques aujourd'hui, c'est de l'emploi quasi gratuit pour des entreprises. C'est de l'emploi précaire, c'est de l'emploi déguisé, dans lequel il n'y a évidemment pas de cotisation sociale, mais où en plus les revenus sont très faibles. Donc ce qu'on propose, nous, avec la France Insoumise, c'est de remplacer en fait tous les endroits où il y a des services civiques aujourd'hui, où les étudiants ou les jeunes, parce qu'en général ils ne sont pas étudiants, aident une entreprise ou une administration, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'État est aussi a beaucoup recours aussi aux services civiques, et les remplacer tout simplement par des emplois payés décemment avec des cotisations sociales. Voilà, ça fait partie de nos propositions. On veut aussi rétablir l'aide à la recherche du premier emploi, c'est-à-dire une aide qu'on toucherait à la fin de ses études pendant ces malheureusement quelques mois, parfois pendant 1 an ou plus, où les jeunes cherchent un premier travail. On veut qu'il puisse y avoir une aide financière pour qu'ils ne se retrouvent pas sans rien à ce moment-là, et on souhaite que cette aide, elle puisse être cumulée avec le RSA, qu'il puisse y avoir le cumul de ces 2 aides pour que les jeunes puissent vivre décemment pendant cette période de recherche d'emploi. Je termine bientôt sur la question des emplois, juste pour préciser quelque chose sur forme d'activité professionnelle, qui est là aussi une activité précaire, c'est la question des stages. Il y a des stages, y compris dans les études, qui sont des stages obligatoires, qui aujourd'hui sont très faiblement rémunérés et qui sont utilisés de manière abusive, notamment pendant cette crise Covid. On le sait, les hôpitaux étaient débordés parce qu'on a supprimé des lits, parce qu'il n'y a pas assez de personnel soignant, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Et c'est un sujet encore un peu à part, mais il n'y a pas assez de médecins, y compris parce que dans les formations de santé, il y a une sélection qui empêche d'avoir suffisamment de médecins. Les études de médecine sont très sélectives et avec le numerus clausus ne permettent pas de recruter tous les médecins dont nous avons besoin. Et évidemment, à côté, pour faire tourner les hôpitaux dans cette période de crise, on envoie tous les étudiants en médecine dans les hôpitaux sans prime de risque, avec à peine des protections pour tenir le bateau à bout de bras.
Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable surtout quand on sait que beaucoup d'entre eux ont été payés, c'est par exemple les chiffres du premier confinement, ont été payés 1,17 € de l'heure en moyenne. 1,17 €, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient à la fin du mois avec peut-être 200 euros d'indemnité, alors qu'ils avaient travaillé beaucoup plus que 35 heures, parfois 60, 70, pour faire en sorte que notre système de santé tienne et ne craque pas. On peut pas se permettre en France d'avoir un système de santé qui survive sur des jeunes qui sont payés 1,17 € de l'heure. Donc, si on a besoin des jeunes dans des moments aussi difficiles et cruciaux qu'aujourd'hui et dans des crises sanitaires comme aujourd'hui, on le comprend. S'ils doivent participer à l'effort, pourquoi pas? Mais ça doit se faire dans des conditions correctes. Donc nous, on demande que s'ils sont mobilisés, au même titre que les soignants, ils gagnent au minimum un salaire, le SMIC, qui touche également des primes de risque, parce que oui, il y a des risques à travailler à l'hôpital en période de Covid. Et de la même manière, pour le reste des stages, il faut qu'ils soient encadrés, il faut qu'ils puissent être rémunérés décemment tout au long de l'année. Voilà, peut-être un tout petit dernier point sur le fait que l'emploi des jeunes, c'est évidemment lié au reste du marché du travail et au reste de la politique économique qu'on doit mener. Oui, il faut créer des emplois jeunes spécifiques pour s'assurer que les jeunes aient une formation et une première expérience professionnelle et une stabilité, mais on a besoin tout simplement de créer de l'emploi, et c'est pour ça qu'à la France Insoumise, on propose que l'État ait une véritable action de relance de l'économie avec un investissement massif dans l'enseignement supérieur, ce qui créerait aussi de l'emploi parce qu'il faut doubler le budget, mais aussi par exemple dans la planification écologique qui permettrait de développer tout un tas de secteurs où on aurait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Voilà, et pour compléter ce que tu as dit, je pense que sur les stages, il faut quand même préciser sur la manière dont ça a été utilisé. Un stage, c'est fait pour apprendre, et trop souvent dans les entreprises, c'est vraiment un emploi sous-payé, où d'ailleurs les jeunes ne sont pas encadrés, où on leur fait juste faire le travail classique que devrait faire normalement un salarié, et ça c'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il faut vraiment maintenant que le principe du stage, déjà premièrement que ça ne soit plus sous-rémunéré comme c'est le cas actuellement, mais aussi que ce ne soit pas utilisé là où on pourrait ouvrir un emploi. Un jeune en stage, il est là pour apprendre. Sur la question, tu le disais, du plan Un jeune, une solution, c'est vrai que déjà, premièrement, c'est un plan qui est très difficile à comprendre quand on est un jeune et quand on se rend sur le site du gouvernement. On a du mal à savoir si on peut bénéficier d'une aide, si y a un dispositif mis en place pour nous aider. Parce que franchement, c'est toute une constellation de petits dispositifs mis ensemble sans grande cohérence, ce qui fait que au lieu de prévoir par exemple l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans pour dire tout le monde a un minimum, et puis après on va accompagner les jeunes quand on ont besoin vers la recherche d'un emploi ou dans un dispositif d'orientation pour une reprise d'études, pour aller vers une formation. Non, on éclate ça dans tout un ensemble de dispositifs qui n'est pas très lisible. Par ailleurs, c'est quand même un plan qui repose en partie sur le fait de verser des aides aux entreprises en échange de l'embauche de jeunes. Et on a pu le voir par le passé sur des dispositifs comme le CICE. Verser de l'argent aux entreprises comme ça, c'est absolument pas efficace pour permettre des embauches derrière. Et on préférait qu'on aide les jeunes en termes de formation, qu'on ouvre des nouveaux emplois, notamment dans la fonction publique, pour permettre d'employer les jeunes, plutôt que d'avoir ce genre de dispositif où on aide plus les entreprises que les personnes qui recherchent un emploi. Si je peux juste compléter sur un tout petit truc, tu as raison sur le fait qu'il faut qu'on réussisse à trouver des emplois qui soient des emplois pérennes, que du coup il faut arrêter de subventionner les entreprises. Et l'une des manières qu'on a aussi de créer de l'emploi, c'est de créer les formations et les filières professionnelles qui vont ensemble pour pouvoir avoir un emploi qui soit durable et non délocalisable. On propose ça par exemple sur la question, je parle de la planification écologique, sur la question de l'agriculture. Nous, on est pour redévelopper des lycées professionnels agricoles qui pourraient à côté être liés avec des exploitations agricoles paysannes pour sortir de l'agriculture intensive. Donc, on créerait à la fois le lycée, l'endroit de la formation, ensuite l'activité
dont on a besoin aujourd'hui, l'agriculture paysanne qui aura besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre que l'agriculture intensive aujourd'hui. Et puis on peut même penser à créer derrière le débouché, ou en tout cas une partie du débouché, avec par exemple des aliments bio et locaux dans les cantines scolaires, que ce soit au collège, au lycée, pourquoi pas aussi dans les crous à l'université. Et comme ça, on serait capable de créer toute une filière qui, de la formation jusqu'à la distribution du produit final, permettrait de donner un emploi, de donner une formation à toute une classe d'âge. Donc il y a des choses à faire, mais c'est tout le contraire. Mais pour ça, il faut que l'État s'implique et qu'on fasse l'inverse, comme le disait Emma, de ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire de distribuer les milliards aux plus grandes entreprises en espérant que par magie les emplois apparaissent, alors que ces entreprises ne font que se gaver, mettre l'argent dans leur poche et puis profitent de la crise pour licencier. Voilà, et d'ailleurs, un des dispositifs dans le cadre du plan Un jeune, une solution, c'est ce qu'ils ont appelé le dispositif Un jeune, un mentor. Et ça, c'est par exemple une problématique où on fait un appel d'offres pour que des associations se placent sur cette idée d'accompagnement des jeunes, de soutien scolaire et d'aide à l'orientation. Et on préfère faire un appel d'offres envers des associations pour mettre en place des mentors qui suivent un jeune, alors qu'on avait un service public de l'orientation qu'on a détruit, qui aujourd'hui est totalement exsangue, alors que c'était le rôle de ce service public de l'orientation d'accompagner les jeunes, de leur trouver les formations adéquates. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. On préfère fonctionner sur une logique privée et sur un tissu associatif plutôt que de financer le service public. Donc, on va pouvoir présenter, nous, les solutions que l'on souhaite voir mises en place pour éradiquer la pauvreté dans la jeunesse, parce qu'il y a urgence. Et nous, on propose tout un ensemble de dispositifs pour prendre en charge les diverses problématiques qu'on a pu souligner, donc sur la question des revenus, de l'accès à un logement décent, de l'accès aux soins, de pouvoir aussi s'alimenter correctement. Donc la première chose qu'on a revendiquée, et ça on l'a porté dans les luttes ces derniers mois, c'est l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans. Alors c'est pas une mesure que l'on pense suffisante, mais c'est la mesure minimum que l'on a voulu revendiquer ces derniers mois, aux côtés d'ailleurs des syndicats et d'autres organisations de jeunesse, parce que ça nous semblait être simplement le minimum pour assurer que dans le contexte de la crise sanitaire, pas un seul jeune ne se retrouve sans aucun revenu. Donc ce RSA ouvert aux moins de 25 ans, le gouvernement nous l'a refusé en disant que ce dont on avait besoin à 18 ans, c'était d'avoir un travail, ce qui est totalement une analyse fausse de la situation. Déjà, premièrement, parce que du travail, il n'y en a pas, et deuxièmement, parce que à 18 ans, beaucoup de jeunes veulent continuer leur formation, veulent aller à l'université, donc c'est pas vrai qu'à 18 ans, ce dont on a besoin dans tous les cas, c'est un travail. Par ailleurs, nous, on a des propositions qui vont plus loin que cette question de l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans. Déjà, premièrement, parce qu'on estime qu'un étudiant, son activité principale, c'est d'étudier. Il ne doit pas avoir accumulé les petits boulots qui mettent en danger son parcours universitaire pour pouvoir étudier. Et c'est le cas aujourd'hui, et on sait qu'un étudiant qui doit travailler perd plusieurs heures de travail par semaine sur ses cours et est parfois obligé de s'absenter en cours. Donc ça crée effectivement des problèmes de décrochage et ça fait que les jeunes issus des classes populaires réussissent moins bien à l'université, alors que déjà, ils ont moins accès à l'université de base puisqu'ils sont moins nombreux parmi les étudiants. Donc nous, ce qu'on propose déjà, c'est une revalorisation des bourses, puisque le système de bourse est insuffisant. Et à la France Insoumise, on dit qu'il ne faut pas attendre 25 ans pour percevoir les aides. Et c'est pour ça que le dispositif de garantie dignité, qui permet que pas une seule personne en France ne vive sous le seuil de pauvreté, donc en complétant les revenus des personnes jusqu'au seuil de pauvreté, soit ouvert à partir de 18 ans. Car il n'y a pas de raison que de 18 à 25 ans, on ne puisse pas avoir bénéficié de ce système de redistribution et de la solidarité nationale. Donc, on veut aussi généraliser
la distribution des aides alimentaires d'urgence et massifier les envois de colis alimentaires par les Crous, ce qui n'a pas été fait, et sans condition d'éligibilité. Parce que ça crée des procédures administratives longues, compliquées, qui peuvent décourager beaucoup d'étudiants de se lancer dans ces démarches-là. Par ailleurs, sur la question du Crous, l'une des choses qui a été obtenue, c'est le repas Crous à 1 euro pendant toute la durée de la crise sanitaire. Donc cette mesure-là, on espère qu'elle sera, et on se battra pour qu'elle soit pérennisée, parce qu'effectivement, il semble normal que tous les étudiants sans condition de revenu puissent avoir accès à des repas au Crous à 1 euro. Mais ça veut dire qu'il faut aussi renforcer ce dispositif de restaurant universitaire parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas un restaurant Crous à proximité. Il n'y a pas assez de repas qui sont servis. Les Crous, ils sont pas forcément ouverts le midi et le soir, et c'est encore plus le cas dans les petites villes. Souvent, ils sont fermés le soir, donc un seul repas par jour, ce n'est pas suffisant pour s'alimenter correctement, et que beaucoup de repas qui étaient servis étaient insuffisants en quantité. Voilà, ne permettaient pas de se nourrir suffisamment pour poursuivre ses études correctement. Une des autres choses que l'on demande, et ça c'est une mesure d'urgence, c'est un report des premières échéances de remboursement de tous les prêts étudiants, puisque beaucoup d'étudiants aujourd'hui doivent souscrire à des prêts pour pouvoir financer leurs études. Alors nous, c'est en mettant en place des dispositifs d'accompagnement, des aides, on espère que éradiquer ce système de prêt étudiant, parce que c'est pas une solution de commencer dans la vie en ayant cette épée de Damoclès d'un prêt étudiant à rembourser à l'avenir. Donc voilà, donc on va mettre des choses en place pour éviter que les jeunes aient à emprunter. Mais la situation, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont cet enjeu d'un prêt étudiant et qui ne peuvent plus travailler ou qui n'ont pas trouvé d'emploi à la sortie de leurs études. Donc il est normal de reporter ces premières échéances de remboursement des prêts étudiants. Et donc, c'est pour ça que nous, on propose ce système d'augmentation des bourses et d'ouverture de la garantie dignité à tout le monde pour éviter ces prêts étudiants. Une autre chose sur laquelle on peut agir pour éviter des postes de dépenses aux étudiants, c'est l'extension des gratuités. Déjà, premièrement, l'université en France, elle n'est plus gratuite. Ils ont, lors de la réforme Parcoursup, ouvert la possibilité de rendre les études payantes en France en créant ce qu'on appelle la CVEC. Donc la CVEC, c'est la contribution vie étudiante et de campus. Et cette CVEC, actuellement, elle est de 90 €, ce qui est déjà trop, parce que payer 90 € au mois de septembre, c'est prendre sur son budget alimentaire. En plus des frais d'inscription, souvent, c'est prendre sur son budget alimentaire. Et puis, effectivement, les frais d'inscription qui peuvent varier suivant les universités. Donc non, l'université n'est pas totalement gratuite en France. Et surtout, on peut craindre que cette CVEC, elle augmente à l'avenir. Et par ailleurs, désormais, les étudiants étrangers hors Union européenne payent des frais d'inscription pour rentrer à l'université en France. Donc, il y a une discrimination qui est mise en place suivant l'origine des étudiants, ce que nous, bien sûr, on refuse totalement. Un étudiant qui veut venir étudier en France doit pouvoir venir étudier en France. Et ça peut aussi être des mises en place de réduction des transports, voire même de gratuité. À la France Insoumise, on pense que les transports urbains doivent être gratuits et par ailleurs sur la SNCF les tarifs doivent être revus, car aujourd'hui ils sont trop élevés et ne permettent pas aux étudiants ou même à la population de manière générale de se déplacer autant qu'ils le voudraient. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de solutions. Le RSA, la garantie dignité, la gratuité de l'université, des transports. D'ailleurs, juste très rapidement sur les frais d'inscription et la gratuité de l'université, de plus en plus sont en train de créer des formes. Le gouvernement est en train de créer des formes nouvelles d'université avec des appellations. Alors, sous couvert de fusion, de communes, à Lille en ce moment, d'établissements expérimental. De plus en plus de dérogations sont faites pour que les universités ou les écoles aient une forme d'autonomie
sur leur financement, ce qui était déjà le cas, mais d'autonomie sur les frais d'inscription qu'ils vont pouvoir fixer. Alors pour l'instant, c'est souvent des petites lignes dans des documents très compliqués, mais la conclusion, ça va sans doute être que, au cas par cas, certaines universités, celles qui auront le label d'excellence ou celles qui seront bien vues du gouvernement et qui auront eu le droit au contrat spécial, pourront augmenter leurs frais d'inscription. Donc voilà. C'est l'instauration d'un système universitaire à deux vitesses. Donc effectivement, ils attaquent cette gratuité et ils sont en train d'instaurer vraiment un système à deux vitesses entre des grandes écoles, des formations entre guillemets prestigieuses où on sélectionnerait sur un critère sur l'argent, et des universités publiques qui, on sans doute, vont être de moins en moins financées. Et donc, du coup, on va vraiment avoir... il y a déjà une sélection sociale à l'université, mais là, on va vraiment avoir une répartition sociale suivant les filières qui va être instaurée par ces nouveaux systèmes qu'ils essayent de mettre en place, notamment avec les fusions d'universités ou la création de diplômes spécifiques. Voilà, du coup, Emma a fait là le point et a apporté nos solutions à la fois sur le RSA jeune, à la fois sur la garantie dignité, sur les gratuités des transports et de l'université. Moi, je vais maintenant revenir sur un dernier point, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, la question du logement, puisqu'on l'a dit, la question du logement pèse lourd dans les finances d'un étudiant, c'est le premier poste de dépense et donc il faut apporter des solutions. L'une des premières solutions que l'on propose d'apporter, c'est simplement de construire plus de logements universitaires, plus de cités universitaires. On pense qu'il faut en construire au moins 15 000 par an pendant 5 ans, pendant l'ensemble de la durée d'un mandat. Donc construire beaucoup de logements universitaires, mais aussi rénover les logements existants. Puisqu'on l'a dit, ils sont dans un état désastreux, beaucoup sont indignes à l'habitation, et donc il faut pouvoir les rénover. Pour ça, il faut que l'État, le Crous, diligente dans l'ensemble de ces résidences universitaires des inspections sanitaires pour vérifier la salubrité et faire, lorsqu'il y en a besoin, les travaux au plus vite. Parce que tout le monde a connaissance de cette situation et pourtant personne ne fait rien. Les étudiants font même constater l'insalubrité par les services des préfectures de leur résidence universitaire et les travaux ne sont toujours pas faits. Moi, je sais, je viens de Lille où il y a des résidences universitaires sur le campus Cité Scientifique à Lille 1, à Villeneuve-d'Ascq. Dans ces cités universitaires, il y a des étudiants qui se plaignent depuis des années et des années de l'insalubrité. Hugo Bernalicis, qui est député aujourd'hui et qui était syndicaliste étudiant à l'époque, avait même organisé une grève des loyers pour dénoncer les conditions de vie dans ces cités universitaires. Ben, vous le voyez, ça fait un moment que Hugo Bernalicis n'est plus étudiant et pourtant ces cités universitaires, elles sont dans le même état. Les rénovations n'ont toujours pas été faites et à chaque fois que la ministre se déplace, mais que ce soit à Lille ou que ce soit à Lyon ou que ce soit dans n'importe quelle ville, elle explique que les rénovations arrivent et puis que personne n'en voit jamais la couleur. Donc construire des résidences universitaires, rénover les cités qui sont aujourd'hui insalubres, développer le logement social pour que les étudiantes et les étudiants puissent aussi avoir accès à des logements sociaux, ce qui permettra aussi de développer du logement intergénérationnel, où il n'y aura pas que des résidences uniquement étudiantes comme les Crous, mais il y aura aussi du logement mixte, disons, en logement social. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut donner aux étudiants les moyens de payer leur loyer, il faut donner l'argent aux bailleurs sociaux et aux Crous pour pouvoir être financés et se développer. Et pour ça, il ne faut évidemment pas diminuer les APL. C'est l'un des premiers actes, en tout cas pour les jeunes, ça a été ressenti comme le premier acte fort du quinquennat d'Emmanuel Macron, cette diminution de 5 € des APL. Nous, évidemment, on est pour réaugmenter ces aides au logement parce que le logement est la condition de la dignité de la vie des étudiantes et des étudiants. Ça, c'est pour les solutions de long terme, hein, la construction, la rénovation, mais il y a aujourd'hui des mesures d'urgence à prendre dans cette crise du Covid parce que les étudiants n'ont aujourd'hui pas la possibilité de payer leur loyer. On l'a dit, il y en a 6 étudiants sur 10 qui ont perdu leur travail, des travails qui leur permettaient de payer ce loyer. Donc, il faut agir rapidement. Nous, avec la France Insoumise, l'équipe jeunesse et Jean-Luc Mélenchon, nous proposons la suspension des loyers dans le privé comme dans les Crous, au moins jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et on propose même de suspendre ces loyers jusqu'à 2 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, puisque une fois la crise du coronavirus terminée, il n'est pas dit que le lendemain matin, les étudiants pourront retrouver un emploi ou un job. Ça va forcément prendre un peu plus de temps. Donc voilà, il faut que ces loyers soient suspendus dans les Crous comme dans le privé, puisque comme il n'y a pas de Crous, beaucoup d'étudiants sont logés dans le privé, dans des conditions qui sont aussi souvent très précaires, avec des loyers qui sont souvent également bien trop chers. Donc on formule
cette proposition de suspension des loyers. Dernière chose sur la question du logement étudiant et des cités universitaires, vous le savez, pour tous les logements, existe la trêve hivernale. C'est-à-dire que quand vous êtes locataire, et y compris si vous n'avez pas respecté les règles, si vous vous êtes retrouvé en défaut de paiement, si vous avez un conflit avec votre bailleur, et même si celui-là a le droit de vous expulser de votre logement, il ne peut pas le faire pendant l'hiver. Pendant les mois les plus froids, la loi protège les locataires et empêche les bailleurs de les expulser, de les mettre à la rue, dehors, pendant les mois les plus difficiles. Et ben, cette règle, elle s'applique partout, pour tous les logements, sauf pour les cités universitaires. Sans que rien ne puisse l'expliquer, le Crous, l'État peut se permettre de mettre des étudiants dehors en plein hiver. Évidemment, il faut que ça change, donc on demande d'urgence, et on le redit haut et fort, il faut que ce soit mis en place avant l'hiver prochain, l'acceptation de cette trêve hivernale pour les logements étudiants dans les cités universitaires. Voilà, donc aujourd'hui on a brossé, je crois avec Emma, un certain nombre de questions qui touchent la jeunesse, la précarité des jeunes, des étudiants, mais aussi de ceux qui travaillent ou qui en tout cas souhaitent travailler. On a fait le point à la fois sur la détresse psychologique, sur la difficulté d'entrer sur le marché du travail, sur l'état du logement, sur le niveau social des étudiants. C'est quelque chose qu'on dit à la France Insoumise. On a connu une vague sanitaire, plusieurs vagues de Covid sanitaire. Désormais, on sait quelle sera la 4e vague ou la prochaine vague. Ce sera une vague sociale, une vague psychologique, et il y a urgence à agir. Si on a un message aujourd'hui à envoyer aux jeunes qui nous écoutent, c'est celui de vous dire qu'il est temps de s'engager face à la précarité que l'on connaît aujourd'hui en tant que jeune étudiant ou jeune travailleur, face à la précarité qu'on connaîtra demain lorsqu'on voudra entrer sur le marché du travail, la précarité qu'on connaîtra pendant toute la durée de notre vie professionnelle, puisqu'on l'a dit aujourd'hui, le marché du travail est largement précarisé, face à la précarité qu'on connaîtra encore sans doute au moment de la retraite, parce que celles-ci sont insuffisantes et que plane toujours la menace au-dessus de nos têtes de voir nos retraites détruites. Il n'y a qu'une seule solution, c'est l'engagement et saisir cette opportunité de 2022 pour changer les choses. Il y a également la crise écologique, l'urgence climatique qui arrive et que notre génération a la lourde tâche de devoir résoudre. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est de s'engager. Nous pensons avec Jean-Luc Mélenchon, avec notre programme, qu'on a les solutions pour faire changer les choses, qu'on a les solutions pour que les jeunes puissent reprendre leur vie en main. Pour ça, il faut gagner 2022 avec la France Insoumise. Et donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous rejoindre en nous envoyant des messages sur nos réseaux sociaux ou en nous envoyant un mail à équipe-jeunesse@lafranceinsoumise.fr. Et nous refuserons d'être la génération sacrifiée de cette crise Covid, mais aussi de la crise écologique. Et ça, on tient à le dire très fort. La jeunesse, c'est un moment particulier de la vie. C'est le moment où on peut choisir son avenir, où on construit vraiment sa vie. Et ça a longtemps été un impensé. C'est un impensé du gouvernement actuel. Ça a été un impensé pendant cette crise sanitaire. C'était aussi un impensé des gouvernements précédents. Et en se mobilisant ces derniers mois, on a vu qu'on commençait un petit peu à faire bouger les lignes. Alors, c'est pas grand-chose, mais on a quand même obtenu les repas à 1 € au Crous. On a obtenu aussi la mise en place de distributeurs de protection périodique gratuite dans les universités. Et ça, c'était une des revendications des jeunes insoumis. Donc, on voit bien que quand on bouge, quand on se mobilise, on arrive déjà à faire bouger les lignes. Et là, on a un programme à défendre pour l'année prochaine, pour les élections de 2022. Et on doit s'organiser entre nous pour le défendre, pour dire oui, on doit pouvoir choisir notre avenir. On doit pouvoir vivre ces années de jeunesse, ces années de formation, ces années où on trouve notre premier emploi et où on construit ce qu'on a envie de faire de nos vies, sans cette épée de Damoclès sur la tête qui est la précarité. Et c'est pour ça qu'on doit se mobiliser et qu'on vous invite à nous rejoindre, nous les jeunes insoumis, pour nous aider dans ces combats. Allez, en avant vers la victoire, à bientôt.